À la WWE, il y a eu pendant de nombreuses années deux principales ceintures. Avec ses deux shows hebdomadaires, Raw et SmackDown, et un grand nombre de catcheurs dans son roster, la WWE a pris la décision, après le rachat de la WCW en 2001, d'introduire une nouvelle ceinture pour laquelle les lutteurs se battraient, une ceinture qui ne sortait pas pour autant de nulle part et qui avait pour vocation d'être le concurrent direct du titre de la WWE, l'incroyable titre de champion du monde poids lourd. Vous l'aurez compris, on est revenu le mois dernier sur l'histoire complète du titre de la WWE, de son premier détenteur jusqu'au champion actuel Roman Reigns, et puisque la WWE a décidé récemment de réintroduire le titre de champion du monde poids lourd et que depuis hier nous avons officiellement un nouveau champion, il est l'heure de revenir ensemble sur l'incroyable histoire de cette très grande ceinture. Vous l'aurez compris, l'histoire de la ceinture ne commence pas à la WWE, mais en réalité, elle ne commence même pas à l'époque de son grand rival dans la guerre du lundi soir, puisqu'il faut remonter à la fin des années 40 à la NWA pour revenir à ses débuts. Alors bien sûr, je ne vais pas faire l'historique intégral de cette époque, parce que ça prendrait très longtemps et que ce serait limite une vidéo à part entière, mais malgré ça, on peut quand même citer des grands noms qui ont détenu cette ceinture, notamment Lutez, l'inventeur du Lutez Press, qu'on voit très souvent et qui était notamment utilisé par Stone Cold, mais aussi bien sûr Dusty Rhodes ou encore Ric Flair. Pour coller à l'histoire de la ceinture, et puisqu'en réalité c'est son design le plus connu et le plus stylé, on va justement s'attarder sur Ric Flair puisque c'est lors du règne de celui-ci en 1986 que la ceinture prend officiellement cette magnifique apparence pour devenir la Big Gold Belt. Suite au rachat des parts de la NWA par la WCW, la ceinture devient officiellement le titre majeur du principal concurrent de la WWF à l'époque en 1988 et le titre sera là-bas défendu par des légendes du catch comme Ric Flair, Ricky Steamboat, le Great Muta, Sting ou encore Hulk Hogan. À cette époque, on voit aussi des noms de catcheurs plus jeunes commencer à émerger, comme un certain géant Paul White, plus connu sous le nom du Big Show à la WWE, mais aussi des noms plus surprenants comme l'acteur David Arquette qui remporte la ceinture dans l'un des moments les plus controversés de l'histoire de la WCW. Mais bon, en réalité, si le titre prend ses origines à la NWA puis à la WCW, c'est important de savoir que celui qui nous a marqué pendant des années à la WWE et qui a fait son retour tout récemment n'est en réalité pas exactement le même titre. En réalité, la Big Gold Belt ou le titre WCW de l'époque fait bien son apparition du côté de la WWE lors du rachat de la compagnie en 2001, mais elle disparaît officiellement lors de l'unification des titres WCW et WWF par Jericho en 2001. Finalement, elle fera son retour un an plus tard sous sa forme finale pour véritablement lancer l'histoire du titre de champion du monde poids lourd à la WWE. Même si en réalité les deux titres ne sont pas censés directement partager le même héritage et qu'officiellement elles sont censées être deux ceintures différentes, elles ont tout de même exactement le même design et donc c'était important de citer certains des plus grands noms qui l'ont détenu à l'époque de la NWA ou de la WCW. Mais il est maintenant l'heure de revenir sur les détenteurs du titre à la WWE et tout commence pour la ceinture lors du Raw du 2 septembre 2002 avec Eric Bischoff qui offre la ceinture à Triple H pour couronner le champion de Raw alors que le titre indisputé deviendra le titre WWE et sera exclusif à SmackDown. Se lance alors ce qu'on appelle le règne de la terreur de Triple H sur lequel on reviendra sûrement en détail plus tard, dans lequel celui-ci va être le personnage le plus dominant de Raw, leader de l'évolution et détesté par les fans pendant de longues années. La frustration des fans était en réalité encore plus grande à l'époque puisque des rumeurs annonçaient un tournoi pour couronner le premier champion et finalement Triple H s'est vu offrir la ceinture qu'il perdra certes à plusieurs reprises durant ce fameux règne de la terreur mais qu'il gardera quand même pendant une bonne partie du temps entre 2002 et 2005. Il la perd une première fois au profit de Shawn Michaels dans l'Elimination Chamber dans le cadre de leur fantastique rivalité mais la récupère à peine un mois plus tard. Goldberg parvient également à lui prendre le titre pendant quelques temps mais grâce à l'ajout de Kane dans la rivalité, The Game récupère la ceinture dans un triple menace et il la perdra à nouveau dans le main event de WrestleMania 20 dans un triple menace également qui pour le coup était incroyable. C'est finalement un autre membre de l'évolution, un certain Randy Orton qui reprendra la ceinture suite à ça dans un moment absolument incroyable mais malheureusement trop peu cité aujourd'hui pour des raisons évidentes. Finalement, après avoir trahi celui-ci dès le lendemain de sa grande victoire, Triple H réussit à reprendre la ceinture lors de Unforgiven une dernière fois pour cette fois-ci garder le titre. Alors non, en réalité c'est pas la dernière fois qu'il récupère la ceinture puisqu'il perdra un triple menace contre Edge et Benoit qui se terminera de manière controversée puisque Edge abandonnera tout en faisant le tomber sur Benoit, rendant alors le titre vacant. Mais bon, de toute façon, comme la plupart des défaites du titre de The Game pendant cette période, ce petit contretemps n'a que très peu d'importance, puisque la ceinture sera remise en jeu dans l'Elimination Chamber et c'est à nouveau The Game qui repartira avec le titre. Finalement, c'est un ancien membre de l'évolution qui mettra un terme au règne de la terreur, puisqu'après sa victoire au Royal Rumble 2005,
Batista trahira son ancien leader et le défiera à WrestleMania 21, le battant pour enfin pour de bon mettre un terme au règne de Triple H. Le titre de champion du monde a donc été détenu par The Game pendant plus d'1 an et demi si on cumule tous ses règnes entre 2002 et 2005, et celui-ci est globalement resté au sommet de la carte de manière permanente même lorsqu'il perdait le titre, ce qui a valu à cette période le nom de règne de la terreur de Triple H. En plus de ça, alors qu'il est champion du monde en 2002, The Game va unifier les titres poids lourd et intercontinental en battant Kane à No Mercy, et ses quelques défaites pendant cette période sont soit dans des triples menaces, soit mènent à des règnes très courts comme avec Michaels, ou bien sont contre des gars ultra établis mais qu'il a déjà battu à plusieurs reprises comme Goldberg. Le titre de champion du monde poids lourd a donc des débuts un petit peu controversés à la WWE puisqu'il reste en réalité en grande majorité dans les mains de Triple H entre 2002 et 2005, mais enfin, arrivé à WrestleMania 21, une nouvelle ère allait pouvoir débuter. Ce WrestleMania est à mon sens le marqueur de l'arrivée de la nouvelle génération avec la victoire de Cena pour le titre WWE et celle de Batista pour le titre poids lourd, et suite à la draft, la ceinture deviendra exclusive à SmackDown, commençant alors une période ultra intéressante. Pour moi, le titre de champion du monde poids lourd représente cette époque du côté de SmackDown. On va y voir tellement de noms excellents qui ont marqué notre enfance et ça va faire remonter des souvenirs, donc préparez-vous. Bon, déjà la première chose à savoir sur cette période, c'est que pendant un moment, Batista va vraiment devenir le boss de SmackDown. Il conclut d'abord sa rivalité avec Triple H lors de Vengeance, il se lance ensuite en rivalité contre JBL et défend son titre à plusieurs reprises, en plus d'apparaître chaque semaine à SmackDown et même d'aller chercher des titres par équipe avec Rey Mysterio en fin d'année. Malheureusement, cette domination de Batista est interrompue soudainement à cause d'une blessure au triceps, et il était alors temps de couronner un nouveau champion pour amener le titre vers d'autres histoires. Pour ce faire, la WWE organise une Battle Royale lors du SmackDown du 13 janvier 2006 dans laquelle on retrouve quelques gros noms, mais surtout beaucoup de catcheurs de milieu de carte de l'époque. Et là c'est important de souligner que oui, il y a peut-être pas que des gros noms dans la Battle Royale, mais c'était aussi ça à l'époque SmackDown, c'était déjà un petit peu la terre des opportunités pour des catcheurs qui émergeaient et qui pliaient des classiques en milieu de carte, donc c'est assez normal de les voir présents dans cette Battle Royale. Bon, malgré ça, la finale se jouera entre Mark Henry et Kurt Angle, et c'est bien ce dernier qui parviendra à soulever l'imposant Mark Henry pour l'éliminer et remporter le titre de champion du monde poids lourd. Cette élimination mènera évidemment à une revanche lors du Royal Rumble dans laquelle le médaillé d'or conservera son titre et il défendra alors sa ceinture contre l'Undertaker à 2 reprises, parvenant à le couvrir lors de No Way Out avant d'aller défendre sa ceinture contre 2 hommes que vous connaissez très certainement lors de WrestleMania. Face au vainqueur du Royal Rumble match et aux finalistes de cette gigantesque Battle Royale, Kurt Angle est mis en difficulté à WrestleMania alors que Rey Mysterio et Randy Orton donnent tout pour lui prendre le titre, et dans un ultime hommage à son meilleur ami Eddie Guerrero, Mysterio crée l'exploit, remportant ce titre qui semblait lui être interdit notamment à cause de la mention poids lourd, mais surpassant tous les a priori pour s'établir en tant que top star du côté de SmackDown. C'était le plus grand moment pour tous les enfants de l'époque qui adoraient le luchador, et cette victoire à WrestleMania en hommage à Eddie reste l'une des plus belles de l'histoire. Mysterio se lance alors suite à ça dans son tout premier règne de champion et fait immédiatement face à beaucoup d'adversité puisqu'il reste malgré sa ceinture le catcheur le plus petit dans tous ses matchs, mais que ce soit contre Orton, Angle ou JBL, le champion sait mettre à profit sa vitesse, conservant son titre à chaque fois et mettant même JBL à la retraite temporairement à ce moment-là. Ce règne de champion du monde pour Mysterio est aussi marqué par sa défense de titre contre Sabu lors de ECW One Night Stand, qui est une folie sans nom même si elle se termine de manière un peu décevante, et après avoir conservé son titre contre l'imposant Mark Henry, Rey Mysterio termine sa course en perdant le titre contre King Booker qui était alors dans une période excellente lui aussi. Bon, en réalité, si cette victoire de Booker servait évidemment à récompenser tout son travail, c'était aussi un moyen de faire une transition puisqu'entre-temps Batista a pu effectuer son retour et la WWE ne souhaitait pas tout de suite opposer les deux meilleurs amis, il faudra encore attendre un petit peu plus longtemps. Mais même si Booker est vu comme un champion de transition, il va tout de même garder le titre pendant un bon moment, s'arrangeant toujours pour le conserver d'une manière ou d'une autre, et je le trouvais personnellement extrêmement divertissant en tant que King Booker à l'époque, mais finalement, lors des Survivor Series, lors d'un tout dernier affrontement entre le champion et Batista, c'est bien ce dernier qui réussit à surpasser son rival pour récupérer la ceinture qu'il n'avait jamais perdue et reprendre son trône au sommet de SmackDown. Défendant alors sa ceinture contre des catcheurs émergents de l'époque, notamment contre Mr. Kennedy, Batista reprend un règne un petit peu moins intéressant selon moi et se lance finalement en rivalité contre le vainqueur du Royal Rumble, l'Undertaker, qui le choisit comme adversaire à WrestleMania. Vous le savez, à WrestleMania, l'Undertaker ne perd jamais, mais les deux vont quand même avoir l'un des meilleurs matchs de la streak de l'Undertaker, et c'est bien ce dernier qui bat l'animal pour remporter le titre pour la première fois. Et franchement, il y a quelques noms comme ça, dont l'Undertaker ou Batista, ou encore certains qu'on verra arriver très bientôt, qui je trouve ont influé
flow de fou avec la ceinture et à qui j'associe vraiment ce titre. Et puisqu'on en parle justement de catcheurs avec un style de dingue quand ils ont ce titre et qui le portent parfaitement bien, il est l'heure de voir un nouveau nom apparaître dans la liste, un opportuniste ultime qui après avoir pris la mallette Money in the Bank des mains de Mr. Kennedy, l'encaisse sur un Undertaker fatigué qui sort tout juste d'un Steel Cage contre Batista et d'une attaque de Mark Henry, et ainsi Edge devient pour la première fois champion du monde poids lourd. La Superstar Classics conservera alors sa ceinture pendant 2 mois, la défendant contre Batista à plusieurs reprises, notamment à One Night Stand en Steel Cage, mais finalement, après avoir subi une réelle déchirure du muscle pectoral, l'opportuniste ultime est obligé de rendre le titre vacant lors du SmackDown du 20 juillet 2007, ce qui va mener à une autre mauvaise nouvelle. En vue de couronner un nouveau champion, Teddy Long organise une Battle Royale dans laquelle on retrouve notamment Batista, qui est clairement le favori, et finalement, vous le savez sûrement, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, mais c'est bien le Great Khali qui élimine l'animal en finale pour remporter pour la première et heureusement dernière fois le titre de champion. Bon, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur le Great Khali, c'était peut-être pas la meilleure idée de lui donner le titre, malheureusement il était clairement plus au top de sa forme, et même s'il était encore crédible à l'époque en tant que géant destructeur, ses capacités dans le ring restaient très limitées. Heureusement, Khali ne conserve pas le titre longtemps et le perd 2 mois plus tard lors de Unforgiven au profit de Batista, qui se lance alors dans son 3e règne à l'époque. C'est pendant ce règne qu'il affronte Khali dans son premier Punjabi Prison Match, duquel l'animal sort vainqueur, et il se lance ensuite en rivalité contre l'Undertaker, puis un peu plus tard contre Edge suite au retour de celui-ci lors du Hell in a Cell qui opposait l'animal et le Deadman. À son retour, Edge est immédiatement propulsé vers les sommets puisqu'il s'associe avec Vicky Guerrero et The Armageddon avec Kurt Hawkins et Zack Ryder qui lui viennent en aide pour lui permettre de battre l'Undertaker et Batista pour récupérer le titre de champion du monde poids lourd. Edge se lance alors dans un run excellent mais également assez frustrant pour les fans de l'époque puisqu'il règne en maître sur SmackDown grâce à Vicky et se lance en rivalité contre Rey Mysterio avant d'être contraint de défendre son titre lors de WrestleMania 24 contre l'Undertaker. Une fois de plus, c'est important de rappeler à quel point l'entrée de Edge ce soir-là avec la ceinture est absolument exceptionnelle. Le mec a un charisme de dingue et fait en plus son entrée tout seul, ce qui la rend encore plus stylée, mais malheureusement ça ne suffit pas et malgré un match excellent également, Edge est contraint d'abandonner aux mains de l'Undertaker qui démarre alors son second règne de champion en battant celui qui avait mis un terme à son tout premier. Mais n'oubliez pas, Edge à l'époque, il a le personnage le plus détestable possible, celui du copain de la General Manager de SmackDown, et donc il va évidemment profiter de cet avantage pour non seulement se maintenir dans la course au titre, mais surtout pour le récupérer. Échouant lors de Backlash et perdant à nouveau en abandonnant au Hell's Gate de l'Undertaker, Edge profite de l'aide de Vicky qui interdit le mouvement jugé trop dangereux et retire alors la ceinture à l'Undertaker. Les deux hommes s'affrontent à nouveau à Judgment Day dans un match pour le titre vacant, et c'est bien le Deadman qui remporte le match, mais par décompte à l'extérieur, ce qui ne lui permet toujours pas de récupérer la ceinture. Il faudra attendre One Night Stand et un TLC match dans lequel Edge recevra de l'aide de ses nombreux associés pour aller décrocher la ceinture et mettre un terme à la rivalité. Edge n'aura suite à ça pas un règne très long, mais il cumule quand même déjà 3 titres poids lourds, et après l'avoir conservé contre Batista, il le perd de la même manière qu'il l'avait remporté la première fois, puisque Mr. Money in the Bank CM Punk débarque et encaisse sa mallette pour récupérer la ceinture et l'emmener du côté de Raw. Ce premier règne de Punk ne sera franchement pas très marquant, surtout si on le compare à ceux qu'il aura l'année suivante, et il perdra le titre suite à une attaque dans les vestiaires par Randy Orton, permettant à Chris Jericho d'amener le titre dans sa rivalité face à Shawn Michaels en le gagnant dans un Championship Scramble. Justement, Jericho conservera son titre face au Heartbreak Kid à No Mercy dans leur dernier affrontement en pay-per-view, et après avoir perdu son titre contre Batista à Cyber Sunday, Jericho lui reprend quelques jours plus tard dans un Steel Cage match pour se lancer en rivalité contre John Cena. En ce qui me concerne, cette période du titre poids lourd à Raw n'est clairement pas ma favorite, mais elle permet quand même de construire le match du WrestleMania suivant, puisqu'après avoir récupéré le titre en terminant sa feud contre Jericho, Cena se lance en rivalité contre Edge, qui dans la même soirée perd son titre WWE dans l'Elimination Chamber de SmackDown et vole la place de Kofi Kingston dans celui de Raw pour aller récupérer son 4e titre de champion du monde poids lourd. Après une association avec le Big Show, puis une histoire de tromperie un peu étrange en vrai, Edge se retrouve à devoir défendre sa ceinture à WrestleMania 25 dans un match triple menace contre le Big Show et John Cena, et après nous avoir gâté de cette image mémorable, The Champ récupère son prix en battant ses 2 adversaires pour quitter le 25e anniversaire de WrestleMania avec le titre poids lourd. Bon, il ne conservera pas la ceinture très longtemps, et on voit d'ailleurs que le titre change de main très souvent à l'époque, ce qui est pas si mal selon moi, et lors de Backlash 2009, Edge profite une fois de plus de l'intervention du Big Show qui envoie Cena à travers un projecteur, donnant la victoire à la Rated R Superstar dans un Last Man Standing pour clôturer la rivalité. Et vous le savez, on arrive là à une période qui est très chère aux nombreux jeunes fans qu'on était à l'époque, puisque la prochaine rivalité de Edge pour le titre de champion du monde poids lourd sera contre nul autre que Jeff Hardy. Battant Kane, Jericho et Mysterio pour obtenir sa place de challenger numéro 1 au titre détenu par Edge, Jeff Hardy obtient son match lors de Judgment Day, mais son opportunité est ruinée par son frère Matt qui l'attaque en plein match pour lui coûter sa chance et permettre à Edge de conserver son titre. Heureusement, Jeff ne baisse pas les bras et il opte
obtient une dernière chance au titre lors de Extreme Rules le mois suivant, cette fois-ci dans une stipulation avec laquelle lui et son adversaire sont très familiers, le ladder match. Les deux hommes nous plient un classique pour clôturer Extreme Rules 2009 et je vous conseille d'ailleurs d'aller vous le regarder à nouveau, et c'est finalement le charismatique Enigma qui coince son adversaire dans l'échelle pour décrocher sous ses yeux la magnifique Big Gold Belt et remporter son premier titre de champion du monde. Jeff célèbre, tout le monde est content à l'époque, la salle explose de joie et Jeff revient enfin au sommet amenant avec lui la ceinture de champion du monde poids lourd du côté de SmackDown, mais soudain... Et oui, comme Edge l'avait fait à plusieurs reprises par le passé et comme Punk lui-même l'avait fait l'année passée pour le plus grand plaisir des fans, le catcheur straight edge débarque cette fois-ci dans une bronca générale et encaisse sa mallette, privant Jeff Hardy de son moment et récupérant la ceinture pour la deuxième fois. Ce moment qui à l'époque a déchiré le cœur de nombreux fans va tout de même permettre de lancer une excellente rivalité de l'époque dans laquelle on aura de très bons matchs et un aspect personnel grandement mis en avant. Et finalement, après avoir conservé sa ceinture à plusieurs reprises puis l'avoir perdu à nouveau au profit de Jeff Hardy dans une dinguerie à Night of Champions, Punk reprend son titre à SummerSlam dans encore une fois un match de fou et se lance en rivalité contre l'Undertaker, mais pas sans nous avoir détruit une dernière fois. Dans l'un des steel cage les plus marquants de l'époque, Punk conserve sa ceinture et met alors un terme à la carrière de Jeff Hardy à la WWE, clôturant pour de bon la rivalité et emmenant le titre de champion du monde poids lourd loin de celui derrière qui tous les jeunes de l'époque étaient à 100%. Après avoir brisé le cœur de millions de fans, Punk continue sa rivalité face aux Deadmen dans laquelle il a des victoires très controversées, notamment à Breaking Point, et il finit par perdre la ceinture au profit de l'Undertaker lors de Hell in a Cell, clôturant cette nouvelle rivalité et menant le titre vers d'autres histoires. L'Undertaker clôture donc l'année 2009 en conservant son titre lors de Bragging Rights dans ce match plus connu pour cette trahison de Batista que pour la victoire du Deadman, et le conserve à nouveau au Royal Rumble contre Mysterio, mais en réalité, on va pas se mentir, ce règne est bien plus marquant pour la manière dont il prend fin. S'orientant vers WrestleMania avec sa ceinture, l'Undertaker n'a sur sa route plus qu'un seul défi, l'Elimination Chamber, et si on imaginait à l'époque qu'il s'en sortirait facilement, il est attaqué en plein milieu du match par Shawn Michaels qui lui coûte le titre, permettant à Jericho de le remporter et lançant surtout ce dernier match à WrestleMania 26 entre le Deadman et le Heartbreak Kid. Jericho quant à lui va amener le titre dans une histoire bien différente puisqu'il le conserve à WrestleMania contre son ancien partenaire et vainqueur du Royal Rumble Edge, mais surtout dès le lendemain de WrestleMania il perd sa ceinture au profit de Jack Swagger qui encaisse la mallette Money in the Bank et bouleverse complètement l'histoire. Jusqu'alors le titre n'avait été détenu que par des noms établis, même si CM Punk et Jeff Hardy avaient déjà commencé à amener un changement, mais pour le coup, à l'époque, la victoire de Jack Swagger était un vrai choc pour moi. En plus de ça, il va avoir un règne assez long finalement, défendant notamment son titre contre Randy Orton ou le Big Show, mais finissant par perdre la ceinture contre son ami puis rival dans SmackDown vs Raw 2011, Rey Mysterio. Bon ici, pas d'histoire d'accident de voiture, je vous laisse aller voir ça sur la chaîne secondaire quand ça sortira. Swagger perd le titre dans un Fatal 4-Way lors du pay-per-view du même nom, et Rey Mysterio n'aura quant à lui pas un règne très long puisque dès le mois suivant, alors qu'il a conservé sa ceinture face à l'ancien champion, il la perd suite à l'encaissement de Mr. Money in the Bank Kane qui venait à peine de récupérer la mallette et qui devient alors pour la première fois champion du monde poids lourd à la WWE. Bon pour être honnête, le règne de Kane sera loin d'être incroyable et sa rivalité contre Rey Mysterio pour l'avoir revu était vraiment pas terrible non plus, même si dans mes souvenirs elle était pas si mal, mais elle servira au moins à mener au retour de l'Undertaker contre qui Kane va conserver son titre à plusieurs reprises, notamment dans le dernier Buried Alive match de l'histoire à Bragging Rights 2010 que je suis sûr vous aviez tous oublié. Finalement, puisque Kane a enterré l'Undertaker pour de bon, du moins c'est ce qu'il croyait, il va s'attaquer à d'autres histoires et perd sa ceinture 2 mois plus tard dans un Fatal 4-Way TLC match au profit de Edge, qui arrive alors à son 6e règne de champion du monde poids lourd à ce moment-là. Edge se lance suite à ça en rivalité contre Dolph Ziggler, qui est une rivalité dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, qui mènera notamment au premier titre de champion du monde poids lourd pour ce dernier, qui se le verra offrir par Vicky Guerrero, mais le même soir, la ceinture sera remise en jeu par Teddy Long et Edge retrouvera le titre pour commencer son 7e règne de champion. Parce que oui, Edge a eu beaucoup de titres de champion, mais vu que parfois il les obtient de manière à moitié frauduleuse ou avec des histoires de titres vacants, c'est pas étonnant. Bref, Edge continue quand même l'année 2011 avec la ceinture et s'oriente vers WrestleMania pour la défendre contre Alberto Del Rio, dans ce qui était à l'époque son dernier match, puisque malheureusement il prend peu de temps après sa retraite et laisse alors le titre vacant, mais surtout un grand vide dans le cœur des fans. L'histoire du titre est pour autant loin d'être finie, puisque dans un moment exceptionnel qui était l'un des moments les plus
plus émouvants à l'époque, Christian réalise un exploit de folie en remportant son premier titre de champion du monde à la WWE, marquant l'histoire en plus de régaler Univers Catch et tous ses fans, et franchement c'était un vrai moment de joie que je vous conseille d'aller revoir. Malheureusement, Christian ne va pas garder le titre très longtemps puisqu'il le perd dès le SmackDown suivant au profit de Randy Orton, se lançant en rivalité contre lui et effectuant son heel turn. Les deux hommes vont continuer leur rivalité et s'échanger le titre pendant une bonne partie de l'année 2011, réussissant notamment l'exploit d'avoir un bon match au catastrophique Capital Punishment, et c'est finalement Orton qui aura le dessus dans la rivalité en terminant l'histoire dans un Steel Cage match à SmackDown. Orton emmènera donc le titre vers d'autres histoires, se lançant dans une bonne rivalité contre Mark Henry qui débutera à l'époque son Hall of Pain en remportant le titre poids lourd pour la première fois à Night of Champions dans un moment excellent également. Henry se lance ensuite en rivalité contre le Big Show et toujours dans son Hall of Pain, il finit par perdre le titre contre celui-ci qui, plus de 10 ans après l'avoir gagné à la WCW, retrouve la Big Gold Belt. Mais alors que le géant célèbre sa victoire, il est interrompu par Daniel Bryan qui encaisse sa mallette Money in the Bank, choquant les fans puisqu'il avait promis de ne l'encaisser qu'à WrestleMania et devenant pour le plus grand plaisir de beaucoup champion du monde à la WWE. Lui qui avait régalé tout le monde sur le circuit indépendant en montrant son talent et en obtenant les faveurs de nombreux fans, réalisait enfin un exploit que personne n'imaginait voir et c'était pour le coup un moment historique. Malheureusement, j'avais personnellement pas trouvé ce premier règne de Daniel Bryan très intéressant, mis à part cette grande victoire, puisqu'il va surtout rester en rivalité contre le Big Show et Mark Henry, avant de perdre son titre de manière humiliante à WrestleMania 28 au profit de Sheamus. Mais bon, finalement, mis à part cette victoire décevante à WrestleMania, j'avais trouvé le règne de Sheamus plutôt intéressant pour le coup, avec notamment ce match contre Dolph Ziggler à No Way Out, puis sa rivalité contre Alberto Del Rio dont il ressort très fort. Finalement, c'est une fois de plus le Big Show qui viendra à bout du long règne de Sheamus, et franchement, même si j'ai rien contre le Big Show, le voir champion à l'époque ça avait tendance à m'énerver parce que je trouvais qu'il apportait pas grand chose à la ceinture et que ses règnes n'étaient pas souvent très intéressants. Bon, heureusement pour le coup, ils ont jamais été très longs, puisque le Big Show perd le titre 2 mois plus tard au profit de Del Rio, ce qui va cette fois-ci pour le coup nous amener à un très grand moment. Conservant son titre contre Jack Swagger dans un match oubliable à WrestleMania 29 et battant de nouveau celui-ci le lendemain à Raw dans un match dans lequel Del Rio subit beaucoup, le champion du monde est surpris par le grand Dolph Ziggler qui encaisse sa mallette sous l'une des plus grandes ovations de l'époque pour récupérer cette fois-ci comme il se doit le titre de champion du monde. Alors j'ai déjà détaillé ce moment dans des vidéos précédentes, mais cette victoire de Ziggler au même titre que celle de gars comme Mysterio ou Jeff Hardy ou même encore Jack Swagger, elle illustre un très gros avantage de la ceinture de champion du monde. Certes, pendant un moment, le titre était considéré comme un titre majeur mais secondaire puisque le titre WWE était considéré comme plus important, mais le gros avantage c'est que ça permettait à des gars comme ça d'aller quand même chercher un titre majeur. Alors je sais que certains s'en plaignent, notamment parce que la ceinture a la notion poids lourd et que les noms que j'ai cités ne sont pas forcément considérés comme tels, mais c'est important de rappeler que c'est du catch, donc déjà c'est pas si sérieux que ça, et surtout ça permet justement de faire absolument ce que tu veux, y compris donner le titre à des mecs qui méritent mais qui n'ont pas forcément le gabarit des champions classiques. Bon, malheureusement c'est pas pour autant que Dolph Ziggler va rester champion longtemps, puisqu'il perd la ceinture dès sa première défense en pay-per-view au profit de Del Rio, qui gardera lui pour le coup le titre pendant une bonne partie de l'année. Il faudra attendre le retour de John Cena et un match contre Alberto Del Rio lors de Hell in a Cell pour que The Champ récupère son troisième et très probablement dernier titre de champion du monde poids lourd. Cena n'aura alors l'occasion de défendre et de conserver son titre qu'une seule fois lors des Survivor Series contre Alberto Del Rio, puisque dès le pay-per-view suivant à TLC, la WWE annoncera l'unification du titre WWE et du titre de champion du monde poids lourd dans un TLC match opposant John Cena à Randy Orton que la Vipère remportera, unifiant les titres et mettant un terme à l'historique du titre de champion du monde. Ayant une longue histoire qui peut être en réalité retracée jusqu'à la NWA, le titre de champion du monde poids lourd reste l'un des titres les plus importants à la WWE, et c'est en plus à mon sens l'une si ce n'est la plus belle ceinture de champion de l'histoire de la WWE, et d'ailleurs je compte sur vous en commentaire pour me dire quelle est selon vous la plus belle ceinture et où est-ce que vous placeriez le titre de champion du monde poids lourd. Avec une excellente histoire et en plus un retour cette année dans le cadre d'un tournoi pour couronner un nouveau champion du côté de Night of Champions, le titre de champion du monde poids lourd, bien qu'à la WWE il ait longtemps été considéré comme inférieur au titre WWE, reste un titre très important qui a mené à des grands moments de l'histoire, et c'était un plaisir de retracer cet héritage. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis de revivre l'histoire du titre de champion du monde poids lourd à la WWE. Je sais que je suis passé très rapidement sur l'histoire de la NWA et de la WCW, mais en réalité c'est pas tout à fait la même ceinture, donc je pense que je garde ça pour une prochaine fois. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires, à me donner votre avis et des idées pour les prochaines vidéos, et vous pouvez aussi me rejoindre sur mes nombreux liens qui sont en description, surtout ma chaîne Twitch, ma chaîne secondaire et mon lien affilié au lit. Et d'ici là, je vous dis c'était Monsieur Hawkin et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.